Bonsoir, nous sommes au Musée des Confluences à Lyon dans le cadre du sommet de septembre et d'Africa 2020 qui est organisé par l'Institut français et nous sommes tout autant, et je sais, j'en conviens, c'est un peu troublant, dans un mercredi de l'Anthropocène produit par l'École urbaine de Lyon. Ce soir, nous allons parler de l'eau et de high-tech, car comme tout le monde, ou presque, nous avons des appareils connectés. La liste serait longue et ces appareils sont tous censés nous faciliter la vie, notre quotidien pour le moins. Mais ce progrès, puisqu'il nous a été vendu ainsi à un prix, non pas simplement celui que nous payons individuellement pour acquérir ces objets, mais un prix environnemental et social. Le high-tech est énergivore en ressources, terre, métaux, eau, polluant pour les environnements et inéquitable socialement. Parallèlement, il existe ce qu'on appelle le low-tech, le frugal, le vernaculaire. La liste pourrait être longue, qu'il serait dommage de ne pas observer, à moins évidemment que l'on ait peur de vivre en Amish. Et si la solution ne résidait pas dans la combinaison de ces deux voies, au cas par cas. Concrètement, l'Afrique dispose de ressources et pas seulement celles que nous avons pour habitude de capter. Et le design qui a accompagné, promu et esthétisé le modèle de la modernité productiviste à toutes les échelles est aussi peut-être ce qui peut le remettre en question. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Le chercheur, architecte, anthropologue Sename Kofi et l'artiste philosophe, néanmoins coordinateur de la recherche à l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes, Ludovic Duhem. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et je ne cache pas ma joie. Première question, je vais la poser à Sename Kofi. J'ai écouté toute une série de conférences que vous avez faites, j'ai lu vos textes, j'ai regardé des vidéos d'expérimentation. Et à un moment, vous dites, et c'est vérifié scientifiquement, en 2050, un humain sur 4 vivra en Afrique. Les 5 plus grandes métropoles seront sur le sol africain, donc c'est un peu notre avenir. Et je dirais, comment les villes africaines ont-elles évolué après la période coloniale qui les a lourdement impactées? Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60 en Afrique, dans ces métropoles? Les Africains ont fait avec les objets villes, dont effectivement beaucoup sont hérités de la colonisation. Et c'est des objets, effectivement, qui sont un peu dopés par la démographie un peu exceptionnelle qui est en train de s'amorcer depuis plusieurs années déjà, mais qui va prendre un rythme encore un peu plus emballé. Et elle se développe. Alors ce n'est pas un développement tout à fait égal. Il y a des villes qui sont beaucoup plus denses que d'autres, certaines frénétiques, d'autres à taille humaine, et on s'attend à ce qu'il apparaisse donc sur ce continent 5 des objets urbains les plus impressionnants que l'humanité ait jamais connus à l'échéance 2050. Donc beaucoup à apprendre certainement de ce qui va se passer au niveau urbain en Afrique. Et beaucoup peut-être à nous apprendre aussi, c'est peut-être ça aussi qu'il faut que nous, occidentaux, regardions de près. Ludovic Duhem, vous dites, donc je l'ai dit tout à l'heure en introduction, que le design avait accompagné, promu, esthétisé la modernité productiviste à toutes les échelles, mais qu'en même temps, finalement, c'était peut-être une voie pour remettre en question ce même productivisme, cette même modernité. Donc, quelle voie vous envisagez? De quoi parlez-vous, en fait? Alors, je me préserverai de toute prescription à l'endroit du design. Une chose est certaine, la forme dominante historique du design, c'est effectivement sa forme mercantile, qui a soutenu, promu et en effet esthétisé la modernité industrielle parce qu'on lui a assigné ce rôle et que les professionnels de ce qu'on appelle aujourd'hui le design, qui n'a pas toujours eu ce nom-là, qui s'est appelé aussi art appliqué, art décoratif, et dont le terme d'ailleurs en français est arrivé assez tardivement, et qui était à cet égard indissociable de l'industrie et de sa promotion, puisque en France, son nom était esthétique industrielle.
Donc il n'y avait pas d'ambiguïté d'une certaine manière à l'égard de sa vocation, même si on pourrait remettre en question l'idée même d'industrie et de voir en quoi l'industrie peut précéder le capitalisme, peut le dépasser et peut être une autre forme que celle qu'on connaît et qui est immédiatement associée comme étant la plus ravageuse, la plus destructrice sur tous les plans, physique, social, politique, etc. Bref, concernant le design, son histoire en effet dominante, c'est l'histoire du soutien à l'industrie capitaliste, mais depuis ce qu'on appelle le design, si historiquement on s'accorde à dire qu'il commence avec la révolution industrielle, ce qui à mon avis est faux d'un point de vue historique, il n'empêche que c'est ce qu'on a l'habitude de dire, eh bien dès l'arrivée de la révolution industrielle et son développement plus sensible et plus généralisé, d'abord en Europe, on a un certain nombre d'artistes qui vont s'appeler designers, qui se sont opposés à cette logique-là et ont proposé une autre forme de design, un autre rapport à l'industrie, à l'artisanat, à la science, voulant bien sûr concilier la beauté et l'utilitaire, mais parfois avec des positions clairement radicales, sous l'influence à la fois de l'anarchisme, du communisme, des mouvements utopistes qui l'ont largement précédé, si encore une fois on considère que le design naît à ce moment-là, autour des années 1840-50, eh bien on se retrouve avec une autre histoire du design. Les historiens d'ailleurs ont bien sûr révélé souvent cet aspect-là, mais ce n'est pas celui qui, dans l'esprit commun de la plupart des gens, désigne le domaine du design. Et en effet, William Morris, par exemple, l'un des 10 premiers designers, avait cette position-là, clairement socialiste, clairement dans la critique du travail industriel, dans la critique de l'esthétique extrêmement pauvre qu'imposait l'industrie. Et à partir de lui, si l'on peut dire, mais bien sûr d'autres également, vous avez comme ça une autre histoire, une histoire alternative du design, et qui s'est toujours poursuivie et qui est restée minoritaire. C'est ce que j'appelle le courant minoritaire du design, mais qui n'en est pas moins un design important, un design conséquent, et un design qui, pour moi, est résolument critique. Donc si y a quelque chose à mettre en évidence, c'est que le design dont il est question et qui pourrait avoir un impact sur cette réalité, ça serait un design résolument critique. Ça veut dire critique de lui-même, d'abord, de sa propre histoire, de ses propres conditions d'exercice et des finalités poursuivies. Donc c'est une exigence assez élevée, bien évidemment. Mais sans jamais attendre du design qui sauve le monde. Rien ne sauvera le monde d'une certaine manière, si ce n'est nous toutes et nous tous. Et ce n'est pas il ne faut pas attendre du design qui nous donne toutes les solutions, mais au contraire qu'il puisse en effet proposer des alternatives, des modalités critiques, y compris sans produire, par exemple, ou en déconstruisant, ou en démontant. Donc avec une logique qui n'est plus nécessairement, même à l'intérieur du design, comme celle de la production, qu'on a toujours valorisée comme étant nécessaire. Donc vous voulez dire peut-être que c'est plutôt, enfin ce design critique interroge plutôt les processus, finalement, que les usages qu'ils servent. Alors, il est nécessaire d'interroger les usages, et notamment la personne de l'usager. Je préfère parler de personne ou d'habitants, selon les contextes, plutôt que d'usager, puisque l'usager est placé inévitablement dans une position de séparation, voire d'infériorité et de dépendance à l'égard du producteur ou du concepteur. Ce qui fait du designer quelqu'un qui a un rôle éminemment important, mais qui peut être écrasant et qui peut être dominant, de l'ordre de la commande et de l'imposition même indirecte par l'usage qui est rendu fermé, non labile, non appropriable, d'objets totalement fermés, du type les ordinateurs, les smartphones qu'on a tous maintenant autour de nous, qui sont des machines fermées et qui sont donc un design au service de l'exclusion et de l'asservissement en grande partie. Donc ça veut dire nécessairement interroger ce que c'est que l'usage, ce que sont que les usagers, et aussi s'interroger sur ce que c'est qu'être designer en tant que concepteur. Est-ce que le processus en question dont vous parlez, pour moi, il résonne comme la nécessité de penser par le processus, mais aussi de manière systémique, comme on a pu dire très longtemps et qu'on pourrait conserver
À savoir, ça n'est pas tout d'essayer de faire, de concevoir avec moins de ressources, dans une logique positive éventuellement de recyclage, mais il faut interroger l'ensemble de la chaîne. Sans quoi on conçoit, mais en s'isolant de ce qui nous précède et de ce qui nous succède, que ce soit les personnes qui usent des objets en question, s'il s'agit d'objets, ou tout simplement des effets que produisent une telle production d'objets, encore un. Et ça, c'est un enjeu considérable et qui n'est pas du tout facile à intérioriser dans l'activité de design et de pouvoir la mener au long cours. Par un exemple très simple, même les designers critiques qui ont des postures parfois radicales, y compris de déprise d'œuvre, pourrait-on dire comme Edith Hallowell par exemple, ou de retenue, de désœuvrement presque, eh bien, il y a un problème tout à fait important qui est que le designer, même lorsqu'il intervient sans produire quelque chose de matériel, et que ça a une certaine efficacité du point de vue des usagers, entre guillemets, il est rare et même exceptionnel que le designer puisse revenir à l'endroit où il a produit quelque chose, qu'il puisse constater les conséquences et avoir un retour d'expérience. C'est assez rare, en vérité, dans l'activité du designer. Si c'est son activité professionnelle principale, s'il en dépend pour vivre, il est dans une forme de productivité impossible à empêcher, parce qu'il en dépend pour payer les factures, pour vivre simplement comme vous et moi. Donc là, il y a des tensions et parfois des contradictions très fortes. Donc c'est pourquoi je ne voudrais pas être prescriptif en disant « il faut faire ceci, les problèmes seront réglés ». Ça serait tout à fait abusif et grandiloquent, je pense. Justement, pour rebondir, Sinam Kofi, ce que vous avez initié avec l'Africaine d'architecture, donc c'est une plateforme, je l'explique un peu, une plateforme de recherche et d'expérimentation sur les questions de l'architecture et de la ville africaine, et tout ce réseau de tech hub au Togo en particulier, où vous avez un peu imaginé ce concept de low high-tech il y a déjà presque 10 ans, si je ne me trompe pas, et qui permet de révéler, de catalyser ce que vous appelez des réseaux de proximité, des lieux ouverts, et puis vous appuyez sur une idée dont j'aimerais que vous parliez, qui s'inspire des enclos traditionnels. Et ça rejoint un peu ce que je disais au début des ressources. Donc s'appuyer sur des démarches, des process, et donc pour le transformer. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un peu? Alors c'est pas simple, mais déjà j'aimerais revenir un peu sur le design et le problème du design. Je pense qu'un des aspects à adresser sur la question du design, c'est les indicateurs de mesure, en fait. En fait, il faut re-questionner dans le paradigme fonctionnaliste occidental, qui est aujourd'hui le paradigme mondial, la notion de valeur. Et qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Et développer de nouveaux outils qui mesurent réellement la valeur, mais pas inscrits dans la logique productive marchande. Et si d'autres critères, oui. Et si on mettait en place ces critères et qu'on les verrouillait dans les études de design, par exemple, ben on éviterait des aberrations qui sont qu'on a une bonne note quand on développe un produit qui est censé pénétrer efficacement le marché. Et donc, s'il y avait d'autres critères d'évaluation de la créativité, eh bien, on aurait en fin de course, en quelque sorte, des devices et des objets design ou des concepts design qui prennent en charge plus globalement les problématiques d'aujourd'hui, parce que, encore une fois, les outils qu'on utilise aujourd'hui pour mesurer échouent à prendre en charge le bonheur. On n'arrive pas à mesurer le bonheur, on n'arrive pas de façon globale à mesurer l'impact environnemental, etc., etc. Et donc, c'est ces nouveaux outils qu'il faut développer. Et parmi ces outils, moi, la piste que j'indique, c'est de regarder aux cosmogonies et tout ce qui est création symbolique dans les sociétés de tradition.
Et qu'est-ce que c'est que la cosmogonie? La cosmogonie, c'est une sorte de grand discours posé comme indépassable, qui verrouille, qui intrigue très fortement le social dans le biosphérique. Et à partir du moment où vous avez ce verrou un peu immanent de la société, tous les actes que les hommes posent sont censés ne pas rentrer en conflit avec quelque chose qui les dépasse, qui est plus global. Et donc on développerait de nouvelles cosmogonies sous forme de curricula pour les écoles de design aujourd'hui, quand on aurait là déjà un début d'outils de mesure plus efficace que ce que le logiciel occidental du monde aujourd'hui propose. Maintenant, pour venir juste pour compléter et rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que le logiciel occidental dont vous parlez, il n'est pas lui-même déjà en évolution? Il n'est pas déjà re-questionné au regard de critères qui pourraient être effectivement... alors je ne dis pas que c'est efficient, hein, mais il me semble qu'il y a déjà un débat là-dessus aussi, d'intégrer d'autres valeurs, et notamment environnementales, comme vous avez parlé de Oui, oui, non, c'est pas, je ne suis pas propriétaire de cette idée. Hein. Il y a une longue histoire de gens qui ont proposé cela. Ce qu'on observe, c'est que l'Occident échoue à faire sa propre critique. Souvent, ça confine à ce qu'on appelle de la critique artiste, mais il n'y a rien d'opérant. Et je pense, moi, que il va falloir très sérieusement se demander, est-ce que l'Occident est capable réellement de se remettre en cause? Est-ce qu'il y a assez de dégagement? Est-ce que cette société occidentale n'est pas trop pris dans une logique de cycle de pensée, d'esprit, qui fait qu'elle n'arrive pas à bifurquer réellement? Et si c'était le cas, cela voudrait dire que la solution viendrait d'autres géographies, et des gens qui ont encore de souvenirs de façon de faire foncièrement autres, qui ont encore ce contact du pied nu sur la terre, que les Occidentaux ont perdu à cause d'une pensée moderne, mais complètement à la science, une pensée sérielle des catégories, mais une pensée qui n'arrive pas en chaque aspect à intégrer cette ambition du global. Et donc oui, c'est ce que moi je propose, de peut-être se dire que les Occidentaux n'y arriveront pas tout seuls et qu'il est temps que peut-être le leadership dans la pensée d'autres géographies s'autorisent à la prendre et bousculent un peu ce logiciel occidental du monde. D'accord. Ludovic Duhem, peut-être vous vouliez réagir à ça? Est-ce qu'en Occident, on est peut-être plus capable il y aurait tant à dire et il est indubitable que le désastre du XXe siècle nous marque profondément quant à notre incapacité foncière à parvenir à transformer notre culture, les valeurs régnantes, pour nous accorder avec les impératifs du temps contemporain. C'est une évidence. Et je partage cette idée que toutes les pensées critiques qui sont apparues au moins à partir de la réaction ou même interne aux Lumières, toutes les luttes sociales et déjà écologiques pour certaines dès la deuxième moitié du XIXe siècle, parce que la perception de l'effet de l'exploitation du charbon, du dépôt de la suie, du ciel noir de Londres et de bien d'autres endroits en Angleterre et en Europe, et de là où je viens au niveau du bassin minier, on a des écrits qui déjà s'inquiètent de l'avenir du monde. On pourrait se référer au transcendantalisme américain, Emerson, Thoreau, etc. Cette conscience de la finitude de la Terre et de la responsabilité humaine, elle est ancienne, elle est interne à l'Occident. Et qu'est-ce qu'elle a pu produire? Des choses merveilleuses. De la grande poésie, des grands romans, de la grande pensée philosophique, une conscience extraordinaire de la finitude de la vie humaine et désormais de la finitude de la Terre, et pas seulement des ressources disponibles, mais dans les faits, l'esprit dominant reste identique. Alors, il y a eu la tentation de l'Asie,
de l'Occident vers l'Asie, disant que la sagesse asiatique, plusieurs fois millénaire, nous montrerait une voie bien plus sage que celle que nous avons empruntée. C'était déjà, à l'époque des Lumières, quelque chose d'important de regarder vers la Chine, qui a donné un exemple contradictoire, parce qu'il y avait d'un côté cet exotisme d'un autre rapport au monde et à soi, une forme de sagesse, de tranquillité, de sérénité, mais de l'autre, un exemple de la capacité industrielle, ne serait-ce que par exemple à l'égard de la fabrication de la porcelaine, qui a pris tant de temps à être réussie en Europe en grande série et avec les mêmes qualités que celles que produisaient les Chinois. Et ils étaient déjà dans une logique industrielle très puissante dès le XVIIIe siècle. Ça a mis plus longtemps qu'en Angleterre et en France et dans les autres pays européens à se développer, mais c'était une logique qui était déjà présente. Quoi qu'il en soit, oui, on peut regarder les peintures chinoises, on peut lire les poètes chinois, on peut lire Confucius, mais on voit à quel point cette civilisation-là a su s'accommoder merveilleusement bien dans un système politique et économique particulier, certes, mais du capitalisme, et devenant sans doute au XXIe siècle la puissance dominante, peut-être même hégémonique un jour, qui sait, on verra comment ça va tourner. Mais alors, si on prend ce modèle asiatique et qu'on dit « il est fini, on ne peut plus y croire, l'Occident doit se tourner et trouver un nouvel Orient, en quelque sorte, et qui serait cette fois-ci plus au sud et directement en traversant la Méditerranée », pourquoi pas? Mais ma grande inquiétude, c'est qu'il s'agisse du même fantôme, de la même illusion, de la même déroute. C'est pourquoi l'exigence critique, elle est aussi sur les conditions mêmes de la critique. C'est pourquoi c'est une sorte d'hypercritique qu'il faudrait mener. Alors pourquoi pas à la manière de ce que proposent certains comme Philippe Descola, c'est-à-dire l'écologie, repensons-la à partir d'une certaine forme alternative de pensée où le vivant a un autre statut que celui qu'on lui accorde en Occident depuis si longtemps, dans une forme de supériorité, d'extériorité, et en tout cas de dualisme assez fort entre l'humain et la nature. Et voyons ce que font les peuplades qu'on a relativement exterminées jusqu'au dernier en Amazonie, qui ont un tout autre rapport avec le vivant, les arbres, les animaux, les ancêtres, etc. Pourquoi pas? Mais vous vous rendez bien compte que la projection peut être tout à fait fantasmatique et complètement biaisée, une fois encore, puisque penser comme un Chinois, puis penser comme un Achuar, ou penser comme, je ne sais pas, un Peul, ou je préfère pas m'étendre pour dire des bêtises, mais qu'est-ce que ça peut vraiment vouloir dire ? La réforme fondamentale qui a opéré, c'est bien dans la culture, mais aussi dans notre propre culture. Et l'Orient qu'on l'on cherche, puisque nous sommes désorientés dans tous les sens, il est aussi en nous-mêmes et dans la confrontation avec des cultures alternatives, mais une confrontation au sens d'émulation constructrice, de réciprocité. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc c'est compliqué de dire, ok, on a rêvé d'Asie, on ne rêve plus d'Asie désormais puisque c'est foutu, on va rêver d'Afrique. Pourquoi pas? Il faut rêver, on a besoin de rêver, sinon la vie n'a plus de sens. Mais ne soyons pas non plus trop rapides à vouloir dire le modèle est là, prenons-le, copions-le et tout ira mieux. Il y a une exigence fondamentale et si l'Afrique prend le leadership sur l'ensemble du monde pour le bien de tous, je ne peux que vraiment applaudir des deux mains et dire allons-y. Mais je pense que c'est un peu plus complexe que cela, malheureusement. Donc justement en Afrique alors, qu'est-ce qui se passe? Je parlais de cette question des enclos, parce que je trouve que c'était très beau cette figure de l'enclos, pour parler de ce que vous initiez oui, au Togo. Déjà, mais peut-être vous voulez rebondir, allez-y. En fait, alors, ce qui est demandé à l'occidental, c'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Ce n'est pas de trouver un autre territoire où projeter. Et de faire encore une fois le tri et de décider que c'est ceux-là peut-être qui ont la solution pour nous. Ce qu'on lui demande, c'est de ne plus rêver du tout, d'être un peu, de rester tranquille pendant un moment, et ne serait-ce que pour faire silence et pour que le bruit en sa périphérie puisse s'entendre. Et éventuellement qu'il accompagne ces nouvelles voix-là.
Mais pris comme cela, vous voyez bien que la responsabilité n'est pas occidentale, elle est plutôt de ceux de la périphérie, qui, s'ils s'en sentent les ressources et les moyens, devraient s'autoriser aujourd'hui à s'attaquer franchement à cette question de où nous allons, parce que, encore une fois, on est autorisé aujourd'hui, et la crise, la dernière que nous vivons, en est l'attestation, à considérer que l'Occident, en tant que guide de l'humanité, nous fait nous perdre. Donc, faisons une pause, mais il ne s'agit pas, après cette pause, que l'Occident dise à nouveau ben, « Ok, maintenant j'ai trouvé la bonne voie, c'est plutôt par là. » Non, on va peut-être faire un vote, cette fois-ci, et choisir qui est le mieux indiqué pour nous conduire à partir de là. Pour venir aux enclos d'initiation, ce que moi je dis très simplement, c'est qu'il y a dans les structures, et ça me permet de faire le lien avec les technologies, ouais. C'est qu'il y a beaucoup de technologies dans les structures sociales africaines. En fait, la complexité, il y a du complexe dans les structures sociales. Il y a du complexe dans la nature. Et il semblerait que la complexité dans les structures sociales des sociétés traditionnelles soit un peu calquée sur la complexité de la nature. Donc il y a quelque chose de très intéressant là qu'il faut observer. Je prends l'exemple de cette sorte de grand système de responsabilité réciproque qu'on nomme confusément, presque vulgairement aujourd'hui Ubuntu, qui est un peu ce fondamental de toutes les sociétés africaines. Moi, je lui trouve beaucoup du distribué, du récursif. Il y a ce refus d'accumuler, ce refus de performance, qui sont des qualités des nouvelles technologies ou des technologies du digital aussi, tant qu'elles sont prises comme essence, source, quand elles ne sont pas encore passées par le filtre de la Silicon Valley et les laboratoires d'innovation verrouillés sur la production pour le marché. Et donc, mon intuition, c'est que si on prend les technologies, mais en tant que magments, et qu'on les met en calque sur la complexité des structures sociales au niveau de finesse où les communautés traditionnelles les ont développées, eh bien, on peut arriver à quelque chose qui serait une sorte de triple enchâssement de la techné dans le social, du social dans le biosphérique, qui marcherait très bien parce que la trame semble être réellement la même en termes de complexité. Et donc, comment arriver à faire ça ? Nous, on a une petite expérimentation au Togo qui donc s'inspire des enclos d'initiation, parce que les enclos d'initiation sont un peu stratégiques dans le relais de cette chose verrouillée du social dans la nature, parce que c'est le lieu où on met tout le monde ensemble, où on leur transmet ce grand discours posé comme indépassable, où on leur fait rejouer le drame originel qui a créé le monde et par lequel aussi on règle toutes les crises. La crise sociale est une crise cosmique en fractal, une répétition de la crise cosmique en fractal, et donc tout ce moment de réclusion dans l'enclos d'initiation est un outil stratégique par lequel on prend conscience du fait qu'on fait partie d'un tout et que chaque chose est un aspect. Il n'y a rien de spécialisé et que dans la résolution de chaque chose, on touche forcément à tout le reste. Donc on a pris ce signal de l'enclos d'initiation qui est un signal de la société traditionnelle. On a pris un signal du monde des nouvelles technologies qui nous semblait en être très proche, qui est les Fab Labs, les Makerspace, tous ces lieux du partage aussi, où on essaie de tisser des relations, etc., etc. Et on a voulu voir, en les mettant ensemble, en faisant d'un enclos d'initiation une espèce de Fab Lab ou d'un Fab Lab un enclos d'initiation, qu'est-ce que cela donnerait? Est-ce que ça valide cette intuition que les technologies en fait, sont très, très, très proches des technologies du digital, sont très proches des technologies du social. Et donc, vous l'avez testé? Il y a des expériences, oui, alors, voilà, vous l'avez fait. On l'a testé dans le cadre d'une grande utopie urbaine qui s'appelle Upcité. L'idée, c'était de créer un enclos d'initiation 2.0 donc dans chaque quartier de la ville de Lomé. On a réussi à en créer 2. Et dans ce lieu très particulier, les gens sont invités à venir, à travailler ensemble, enfin, des moments de réclusion, et développer des technologies qui peuvent impacter
le rayon d'1 kilomètre autour. Parce que quand on parle de low high-tech ou de high low-tech, la condition, c'est l'échelle, en fait. Ce qui permet au low-tech d'émerger, c'est l'échelle. Du moment où vous êtes à des échelles trop grandes, vous tombez forcément dans des logiques industrielles. Mais si vous créez des sortes de communautés urbaines et des échelles plus réduites, vous créez les conditions de l'émergence de quelque chose qu'on appelle le génie du lieu. Donc, on sort du système très vertical pour quelque chose de plus distribué, de plus horizontal, où il y a plus de contributions en termes d'intelligence et la possibilité de solutions en bout de course qui adressent peut-être plus efficacement les problèmes qu'on rencontre. Et j'ai noté pour avoir un peu regardé. Donc il y a beaucoup au cœur la question du recyclage, mais des déchets, enfin ce que j'appellerais le métabolisme urbain, qui est vraiment au cœur en termes de champ, hein, qui est utilisé par ces makers, qui sont aussi des habitants, des citoyens. C'est une communauté autour de quelque chose. Et donc il y a ce mélange très résilient, quoi, à partir de ce que la ville a produit de rebut, et en même temps de volonté de transcender, de transformer et d'en faire quelque chose. Donc ça, c'est assez... et j'ai l'impression que c'est récurrent dans chacun des projets qui sont initiés. Oui, c'était en fait alors nous on a développé ce qu'on a appelé le low high tech, mais en fait c'était un rebours du high low tech, qui est un concept de Léa Brickley, qui dirige le High Low Tech Research Group, je crois, au MIT Lab, au Media Lab du MIT, qui est donc un peu pionnier dans toute cette électronique artisanale, souvent qui emprunte aux déchets informatiques. Et c'est un cours, un laboratoire qui a même eu beaucoup d'écho en France. Moi, je pense à Morin Deneau, qu'on avait invité au Togo, par exemple, quand on lançait notre initiative, ou plus récemment à Martin Debry. Donc toute une génération de designers interactifs qui fréquentent les hackerspaces ici en France ont commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des rebuts. Mais en Afrique, c'est beaucoup plus culturel que ça. Pour plusieurs raisons. La principale étant que les gens sont démunis. Donc on est tenté de jeter moins rapidement, on essaie de trouver des solutions. Et puis il y a une sorte de sagacité dans le détournement, etc., qui se développe. Donc effectivement, dans le low-tech, il y a beaucoup ce mouvement du recyclage, mais encore une fois, moi j'aimerais qu'on ne verrouille pas le low-tech sur de la transformation du déchet. Le vrai potentiel du low-tech, c'est d'arriver à faire cette chose vernaculaire et donc forcément un aller-retour avec le territoire, recréer les bonnes échelles de la ville qui permettraient à des gens de pouvoir s'approprier les technologies et de développer de la technologie à la mesure et à l'échelle. Et sans forcément sortir complètement de la doctrine industrielle. Ça peut être ce que le capitaine Sankara appelait des tough-tough, donc des industries de proximité, mais pas des Fab Labs tels qu'ils ont dévié, parce que les Fab Labs sont devenus... En fait, quand on investissait ce mouvement il y a 10 ans, on a dit qu'on faisait des utopies concrétisées. Et en fait, on a été piégé par le terme en pensant à Foucault, parce que en fait, quand Foucault parle d'utopie concrète, il parle en philosophe et pas en anthropologue. Lui, il parle de lieux qu'il considère foncièrement autres, des hétérotopies, des lieux qui ne participent en rien au territoire. Alors lui, il donne des exemples des cimetières, des asiles de fous, etc. C'est ça les utopies concrétisées pour Foucault. Et il y a une sorte d'aventure ambiguë du mouvement Fab Lab en France, parce que ça a viré vers ça. Les Fab Labs sont devenus des lieux où on se donne un supplément d'âme, mais en réalité, ils ne sont pas verrouillés sur cette radicalité de la transformation du territoire. Donc, ils sont des utopies concrètes au sens de Foucault, mais pas des utopies concrétisées dans le sens où elles arrivent réellement à avoir un impact sur leur environnement, ce qui devrait être
leur objectif, s'ils prétendent faire du low-tech. D'accord. Sur la question de l'échelle, parce que c'est intéressant, vous avez parlé de ce dimensionnement territorial pour que les choses puissent se faire d'une certaine manière. Et je pense, Ludovic Duhem, au livre que vous avez co-dirigé, Design des territoires, l'enseignement de la biorégion, donc qui est paru en 2020, là, chez Eurotopia, justement. Et cette question de la taille, quand on aborde le sujet de la biorégion, elle est très importante. C'est-à-dire que c'est une des conditions sine qua non, on va dire, de cette idée. Je ne sais pas si on peut dire concept. J'ai relu Magnani pour ça. Et il y a cette question de l'échelle. C'est-à-dire comme s'il y avait une échelle où il était possible de transformer les choses. C'est-à-dire de permettre aux proximité, d'être suffisamment fertile et avec un objectif évidemment de plus d'échanges, plus de démocratie et puis de reprendre en charge en fait tout ce qui fait les conditions d'habitabilité correctes de ces habitants d'un territoire. Et donc on a cette question de l'échelle. Je voulais que vous nous en parliez parce que Sénamé Kofi a parlé de cette échelle et je pense que c'est peut-être un enjeu. Alors oui, la question de l'échelle, elle est centrale, elle est incontournable, et notamment parce que on est pris dans les enjeux écologiques en général souvent entre deux échelles. Notre échelle individuelle, où on se dit toujours en quoi suis-je responsable et que puis-je faire, et l'échelle planétaire, voire cosmique, où on se dit ça frappe un ensemble, une totalité dont j'ai du mal à me représenter les limites et qui s'appelle par exemple la planète Terre. Et parfois on pourrait aller jusqu'au système solaire, sachant que dans la proche périphérie de notre planète, nous avons déjà envoyé pas mal d'objets très high-tech, on pourrait dire, d'ultra high-tech, qui sont les satellites, les sondes et bien sûr les rovers qui sont en ce moment comme Persévérance sur Mars, qui peuvent susciter l'émerveillement et qui montrent que la puissance humaine peut s'extérioriser, devenir extraterrestre. Et même, vous savez, il y a la sonde Pioneer, si je ne m'abuse, qui est même sortie du système solaire désormais. Donc c'est le moins qu'on puisse dire que l'humanité s'est étendue bien au-delà de l'échelle déjà difficile à appréhender qu'est la planète tout entière, puisque dans l'expérience commune du monde, on n'est pas amené à sortir de l'orbite terrestre dans une station internationale ou sur la Lune, voire sur Mars, pour se rendre compte que nous sommes sur une planète finie. En fait, c'est surtout un discours et une représentation qu'on nous donne. Donc on est sans cesse pris entre ces deux réalités-là qu'on n'arrive pas à concilier. Et l'intérêt du biorégionalisme, puisqu'il s'agit de ça, ou de l'idée de biorégion, qui a deux sources principale, mais dont celle qui est la plus intéressante, à mon avis, c'est la source américaine, qu'on connaît un petit peu moins, qui est en vérité à l'origine même du mouvement biorégional, qui est apparu donc au milieu des années 70 du XXe siècle, par un personnage qui est issu du monde artistique du théâtre de rue, dérivé du monde hippie ou parallèle au monde hippie qui s'appelle le groupe des Diggers. Et ce monsieur s'appelle Peter Berg et il s'est allié avec un scientifique universitaire qui s'appelle Raymond Dasman, qui est un personnage important dans l'histoire de l'écologie, notamment sur la question de la biodiversité. Et tous les deux, ils ont écrit un papier qui a paru en 1977, si je ne me trompe pas, et qui s'appelait « Réhabiter la Californie ». En mettant en évidence un enjeu fondamental, c'est qu'en Californie, à l'époque déjà, donc dans les années 70, elle était devenue inhabitable. Inhabitable pour une raison précise, c'est que le lien au lieu avait été coupé. Et qu'on n'avait plus ce lien au lieu que Peter Berg appelle le lien au lieu de vie, plus précisément, qui fait qu'on n'est plus capable de savoir sur quel sol on marche, d'où nous vient l'eau qui nous permet de boire, de nous laver, de cuisiner, d'où viennent les aliments qui nous permettent de manger, quand est-ce qu'apparaît la Lune et quand est-ce qu'elle disparaît, quand est-ce que les saisons se manifestent, quand est-ce que les oiseaux migrateurs arrivent et repartent, etc., etc.
qui fait que finalement on se rend compte de l'ignorance extraordinaire dans laquelle on est, puisque vous pouvez poser la question à quiconque en France, moi y compris, d'être capable de dire où est puisée l'eau qui arrive à mon robinet, où vont les déchets que je produis exactement, d'où vient la nourriture qui me permet d'être ici et de vous parler, je serais bien en difficulté de le faire. Quant à l'apparition et disparition de la Lune, bien sûr que je pourrais trouver ces éléments via ma connexion à Internet. Mais dans mon corps et mon esprit, je suis bien incapable d'en parler. Ce qui fait que je suis séparé du lieu. Je n'ai plus de ce rapport au lieu. Le génie du lieu ne me peuple plus du tout. Et ça, c'est le principe à partir duquel l'enjeu de la biorégion vient rencontrer cette question de l'échelle. Parce qu'il s'agit de replacer l'être humain dans un territoire. Ce territoire n'est ni son territoire immédiat qu'il appréhende dans sa vie quotidienne, là où il vit et dans son trajet pour aller au travail. Et ça n'est pas non plus la Terre tout entière, qui est très difficile à identifier. Pour autant, il s'agit d'arriver à concilier ce lien au lieu singulier, vraiment situé, et la totalité, sans tomber dans l'enjeu environnementaliste qu'il combattait de dire il faut sauver toute la planète et s'il faut, eh bien, on va agir de manière malthusienne et empêcher les populations de se développer et interdire un certain nombre de choses et sanctuariser la nature. Les biorégionalistes ne sont pas dans cet esprit-là. Et ils ne sont pas non plus dans l'esprit de concilier un industrialisme forcené avec des impératifs de type écologiste qui seraient régulés par un État qui va donner des droits, mettre en place des lois pour interdire et mettre en place des sanctions en cas de manquement à ces droits ou à ces obligations. Donc c'est là, dans la situation à peu près dans laquelle on est. Donc ni industrialisme, ni environnementalisme. Et alors, il s'agit justement de questionner cette échelle et la biorégion à une certaine échelle. Cette échelle, la plupart du temps, ce n'est pas systématique, mais l'unité de base, c'est le bassin versant. C'est partir du principe que l'eau, c'est primordial, c'est ce qui permet la vie, à ce qui nous nourrit et à nous-mêmes, et que, par définition, une biorégion ne peut pas correspondre à un découpage territorial de type administratif, politique, militaire. Puisque dès que vous prenez un bassin versant, exemple là où Valenciennes, où je travaille à Valenciennes, c'est l'Escaut, on est proche de la source, et l'Escaut traverse 3 pays, la France, la Belgique et les Pays-Bas, pour se jeter dans la mer du Nord. Ce qui fait que, d'emblée, si on pense en termes biorégional, en se situant à Valenciennes, on a un lien direct avec 2 autres pays, où les frontières ne sont plus pertinentes de ce point de vue-là. Par ailleurs, l'enjeu, c'est qu'on devient responsable en rétablissant le lien au lieu avec cette échelle-là, qu'on peut appréhender parce que c'est quelque chose qui est possible de parcourir même à pied, dans une certaine durée, mais qui n'est pas non plus nécessairement lié à un déplacement de très grande distance, comme l'ensemble de la Terre, par exemple, ou à l'échelle d'un continent. Une biorégion qui aurait l'échelle d'un continent n'a aucun sens. Comme une biorégion complètement contractée sur une petite périphérie, par exemple, d'une ville, est problématique aussi. Même si cette approche biorégionale peut interroger la question métropolitaine, bien évidemment. C'est d'ailleurs le concept de biorégion urbaine qu'a proposé Maniaghi, qu'on peut critiquer sous certains aspects, mais a un intérêt assez fort à cet égard. Et donc tout le problème est cette conciliation d'échelle. Et si on va voir du côté de Kirkpatrick Sale, qui est un auteur important du biorégionalisme, qui était un universitaire et qui a proposé une très belle synthèse de tous ces enjeux, dans un ouvrage qui vient d'être traduit par Mathias Rollo notamment, qui s'appelle « L'art d'habiter la Terre », Dwellers in the Land, c'était le titre initial en anglais. Et en fait, il pose cette question de l'échelle de la biorégion. Et lui, il propose différentes échelles. Une écorégion contient des biorégions. Bon,
Après, ce genre de découpage a plus ou moins d'intérêt, c'est à questionner. Peut-être théoriquement, c'est intéressant, mais dans le rapport concret au lieu, ce rapport d'échelle est décisif. Et notamment, si on dit lien au lieu, c'est la question du local. Et ça, on peut retrouver cet enjeu-là déjà avant. Si on regarde Murray Bookchin dans les années 60, qui est un grand penseur de l'écologie sociale et fondateur d'une certaine manière de l'écologie sociale, il proposé dans la technologie libérée que la production industrielle, par exemple, soit relocalisée, mais au sens où on n'ait pas une industrie puissante à un seul endroit qui produirait qu'un type de produit, par exemple des chaussures, mais qu'il y ait des petites unités industrielles, c'est-à-dire de production en série, de manière localisée, dont on peut contrôler les entrants, les sortants et la responsabilité. Philippe Biwix dit à juste titre dans l'âge des low-tech que quand vous êtes dans un rapport de proximité, puisque le mot a été donné, vous avez aussi peut-être une manière plus raisonnée et avec des sortes de des boucles de rétroaction sur votre action, parce que vous êtes en rapport direct, vous pouvez, les gens à qui vous vous adressez, y compris dans votre production, vous les regardez dans les yeux, ils sont là, et j'allais dire, on sait où vous habitez, alors que dans la logique de délocalisation généralisée, et surtout de séparation entre les industriels, les actionnaires, les ouvriers qui produisent et les consommateurs, il n'y a plus aucun lien. Donc on ne peut pas produire de la responsabilité. À ce niveau-là, comme on est hors d'échelle, la responsabilité, bien sûr, même s'il y a un cadre légal, elle fuit inévitablement. Et on fabrique de l'irresponsabilité, en réalité. Ça, c'est exactement le monde dans lequel on vit. Enfin, complètement. Je ne voudrais pas. Mais c'est ce que, d'ailleurs, une grande partie des gens ont découvert, parce que je ne pense pas que tout le monde avait conscience de ça, qu'il y avait des régions entières où on faisait que des chaussures, ou que, etc. Je pense que tout le monde n'avait pas totalement conscience. Donc, cette question du lieu, je veux bien, Sinémé, que vous puissiez réagir si vous le souhaitez, du lieu, de la proximité, de l'échelle et de son rapport finalement à la capacité de faire, hein, et de faire ensemble de manière plus juste, de manière plus responsable. Vous avez parlé de la responsabilité et je pense que c'est un enjeu très, très important. Oui, ce que moi je dis, c'est que ce n'est pas le fondamental de la ville, par exemple. La ville a été pensée justement pour que ça ne soit pas possible. La ville, en fait, cristallise deux ruptures ontologiques de la pensée moderne occidentale, que moi j'appelle des ruptures dysorganiques, parce qu'elles ont vraiment perturbé les façons de faire, de voir organiques du monde. La première rupture, c'est avec Descartes, Bacon, etc., cette idée posée que l'homme est esclave de la nature, donc il doit un peu s'extraire. Et donc les villes sont pensées contre ce qu'on appelle le sauvage, le non-ville, la nature, etc. Et on fait ville sur Terre comme on ferait ville sur Mars. On essaie d'être le plus possible non contraint par son environnement. La deuxième rupture, c'est tout ce processus d'individualisation qui passe beaucoup par un certain esthétisme, des lumières, mais aussi avec ce qu'on a appelé la théorie économique, Adam Smith, où on pose que en fait, la concurrence de tous contre tous est la loi naturelle. Et donc là, on a deux ruptures qui font que l'homme s'est pensé a cru d'abord que pour être réellement homme, il fallait s'abstraire de la nature. Et puis, pour être vraiment homme, raffiné, etc., il faut s'abstraire ensuite du groupe et être individuel. Et les villes ont été designées pour accueillir ces ruptures-là. Et on vit en ville comme dans des grilles. Et l'idée, c'est qu'on ait en réalité le moins d'interactions possible et le moins d'expansion possible dans la nature. Donc la ville, de ce point de vue, est un dispositif très coercitif qui va être évidemment accéléré par la crise qu'on vit et la digitalisation. On voit que les gens sont de plus en plus repoussés vers l'intérieur pour dégager l'espace public à de l'algorithmique, à des livreurs, pendant que les robots ne sont pas encore capables de le faire, mais
certainement que quand ils seront capables, ben, tout l'humain sera réduit à l'intérieur pour que laisser uniquement le machinique se déplacer. Parce qu'on n'a pas besoin des hommes dehors. On a besoin aujourd'hui des hommes enfermés. On n'a même plus besoin qu'ils aillent à l'usine travailler. Les machines peuvent le faire. On a besoin d'eux pour être sur des ordinateurs, des devices et pouvoir libérer de la donnée. Donc c'est une extraction différente de la donnée. Et par le même geste, pouvoir être surveillé. Donc c'est cette configuration de la ville mais qui est viciée dès ses origines, qui est problématique. Et la chose à faire, c'est de développer la radicalité inverse. Donc, penser de plus en plus de la ville, de l'architecture et de l'urbanisme, de l'expansion du potentiel humain, de l'organicité, de l'investissement de la nature et de la multiplicité des liens. Et c'est ça, à mon avis, le vrai challenge que l'espace a à affronter. Et vous pensez qu'en Afrique, cette nécessité-là, dont vous parlez, hein, comment dire, j'allais dire, d'envahissement, ou plutôt de reprise du lieu par les hommes et les femmes ou par la nature, voilà, est plus possible, plus réalisable, est un horizon plus tangible en Afrique qu'en Occident? C'est une réalité aujourd'hui, mais parce que l'Afrique est en retard sur son industrialisation. Les Africains sont des humains de la multiplicité du lien et du contact avec la nature, avec le sol. Il y a un rapport au sol. Il y a très peu de villes où on vit réellement complètement déconnecté. Mais c'est en voie d'être complètement bousculé parce que la démographie flanque un coup de fouet à l'urbanisme. Il y a une sorte de frénésie de construire, et ça va plutôt, la tendance est plutôt de faire des villes sur le modèle occidental. Et avec une rupture du rapport au sol. Bien sûr, une rupture du rapport au sol, tarissement du lien social, etc., etc. Et donc, on risque de perdre cette dernière ressource du lien et du rapport à la nature qui reste aujourd'hui à l'humanité et qui est patrimonialisée dans les façons de vivre des Africains, parce que ces façons de vivre là sont en train d'être transformées de façon très, très, très rapide en ce moment même. Et est-ce que vous pensez, mais je m'adresse à tous les deux, que cette période que nous vivons, que j'appellerais une période du trouble, qui moi me fait pas peur, mais disons que je la définirais comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que justement de ce trouble, de ces incertitudes, de ces promesses finalement non tenues du monde occidental dont vous parliez, peuvent naître justement non pas quelque chose ou quelqu'un qui va sauver le monde, hein, c'est pas ça, mais justement des choses à regard, on va dire, sur des choses qu'on n'avait peut-être pas complètement vues. Oui, de toute évidence, la crise actuelle était la bonne opportunité d'avoir cette sorte d'épiphanie sur la réalité du monde et de bifurquer, franchement. Mais on a cru que ça, pendant les 2 premiers mois de la crise, on s'est beaucoup questionné sur les origines de cette crise. Et après, l'homme a recommencé plutôt à s'occuper de lui-même et à gérer la crise, voir comment la rendre supportable. Et on ne s'est plus du tout intéressé à ses origines et quel autre monde il fallait produire. Ce que moi je dis, c'est qu'en se concentrant aujourd'hui sur nous et comment nous allons nous en sortir, nous sommes en train d'incuber de nouvelles crises pour les générations à venir. Donc la gestion de la crise actuelle n'est pas du tout durable dans le sens de la durabilité qui serait un contrat intergénérationnel où on poserait que les actes que nous déployons aujourd'hui ne doivent pas handicaper ceux qui doivent nous suivre. Et on regarderait là aussi à l'Afrique, on verrait qu'on investisserait plutôt ce rapport-là à la durabilité, qui est de vivre comme si ceux qui vont venir après nous sont déjà là et de faire passer toutes nos décisions par le crible de ce que sera leur vie à eux.
Alors, pour compléter, Ludovic Duhem, sur ce terrain du trouble que je crois être intéressant, je pensais à cet autre ouvrage que vous avez co-dirigé également, qui s'appelle Design écosocial, donc qui parle de convivialité, de pratiques situées, de nouveaux communs. Et là aussi, est-ce que la période que j'appelle de trouble que nous vivons n'est pas une manière, justement, où ne voit-on pas des tentatives alternatives, on va dire, de recherche de ces nouveaux communs, pour essayer de tenter de réfléchir, non pas au monde d'après, Sénémé Kofi l'a bien dit, cette question a duré 2 mois, mais à la suite, je ne saurais pas comment l'appeler. Alors j'allais dire... Le moins qu'on puisse dire, nous sommes troublés, oui. Nous sommes pris dans un trouble, mais au sens presque physique du terme, où la distance de perspective est vraiment très réduite et qu'on est même au sein d'un tourbillon qui nous emporte et nous tire vers le bas. Ça, c'est la réalité que nous vivons et certaines personnes, plus que d'autres en l'occurrence, qui n'ont peut-être pas la chance d'être ici comme nous, en train de discuter librement, en bonne intelligence, dans un musée à Lyon, mais qui sont dans une situation bien plus grave. Alors, ce qu'on a vécu et la situation dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui nous a imposé un rapport de nécessité. Et à chaque fois, dans les rapports de nécessité, il y a des solidarités qui se mettent en œuvre immédiatement, de manière marginale, puis de manière peu à peu structurée, plus ou moins visible, plus ou moins valorisée, mais qui peuvent être le rapport immédiat à une voisine qui a besoin qu'on lui fasse les courses parce qu'on ne peut plus sortir et puis que la personne est âgée. Ça peut être d'aller faire des maraudes dans la rue, comme des jeunes étudiants lors du premier confinement ont pu le faire. Le relais avec des associations, etc., qui ont pu s'opérer, qui avaient déjà ce rôle à l'intérieur de la société, le Secours populaire, l'Armée du Salut, Emmaüs, etc. Et donc, dans les situations de nécessité qui sont imposées par telle ou telle condition, on pourrait dire la guerre, on pourrait dire la famine, on pourrait dire l'épidémie ou la pandémie, ce sont des situations que l'humanité a rencontrées bien souvent. Elles ne sont pas radicalement nouvelles. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, les low-tech prennent énormément de place. Si vous regardez comment on se débrouille au sein de la guerre lors de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, ou une guerre plus proche de nous, encore en Europe, la guerre de Yougoslavie, eh bien, on faisait même du low-tech culturel. C'est-à-dire qu'on trouvait les moyens de faire quand même, par rapport à des choses qui nous paraissent essentielles, parce que s'élever spirituellement, c'est essentiel. Sinon, on n'est plus que des bêtes. Et des bêtes, il n'y a que les humains qui peuvent être bêtes, soit dit en passant. Et quoi qu'il en soit, là, on peut se raccrocher à cette idée que, il existe quand même de la solidarité. Ouais. On peut sauver l'humain. Il existe quand même des alternatives. Il y a des gens qui ont des bonnes idées, dont des designers, par exemple. Mais ceux-là, en fait, existent en permanence dans la société. Elles deviennent visibles dans des conditions spécifiques. Le problème, c'est comment, justement, on les systématise, comment on les fait passer à l'échelle. Et moi, je passe mon temps, si je puis dire, avec des designers, avec des collectifs, avec des gens comme vous qui faites des choses que je trouve admirables et qu'il faudrait généraliser. Mais on se rend bien compte que ces solutions-là, je pourrais vous en citer un certain nombre et qui sont très anciennes déjà. Dans les années 70, quelqu'un comme Victor Papanek, un designer fameux, a proposé un certain nombre de choses de cet ordre. Le mouvement RepRap qui a donné lieu notamment au Makerspace, au Hackerspace, au Fab Lab, etc., à cette série de ce qu'on a appelé tiers-lieux qui s'est particulièrement bien implanté en France, mais qui ne sont pas passés à l'échelle non plus au niveau industriel, puisqu'ils se présentaient comme alternative à l'industrie historique. Sauf que le vrai développement, non seulement des machines, et de leur mise en série pour produire de manière sur mesure, qui est un vieux truc du marketing industriel, en tout cas post-Toyota, on se retrouve, post-toyotisme plutôt,
on se retrouve dans une situation où c'est l'industrie qui a les capacités financières, la recherche et le développement pour réaliser des usines d'imprimantes 3D qui produisent des objets individualisés. Et au niveau des Fab Labs dans nos contrées, on est souvent dans l'expérimentation, la pédagogie, les prototypes de micro-séries, même pas de petites séries. Et c'est vrai que c'est un modèle qui, dans la situation ici, n'a pas passé l'échelle. Donc, ces alternatives, elles existent. Il y a des subventions, par exemple, qui peuvent les faire exister, les maintenir. Mais dans les faits, il n'y a aucune menace qui est perçue par le système dominant à l'égard de ce type d'alternative. Ça ne veut pas dire que c'est vain. Ça ne veut pas dire qu'il faut les regarder avec un sourire convenu, jamais de la vie. Pour moi, l'enjeu est fondamental à cet égard. Mais on parlait de radicalité au début. Je pense que ces alternatives-là ne pourront pas passer l'échelle s'il n'y a pas une forme de radicalité, au moins à l'égard de l'exigence de transformation des valeurs. S'il n'y a pas de transformation des valeurs, si la culture ne se change pas à partir notamment de ces initiatives, mais à différents niveaux, eh bien, la bascule, si je puis dire, le shift, la bifurcation, peu importe le nom qu'on lui donne ici, n'aura pas lieu. Il faut travailler à tous les étages, à tous les niveaux. Malheureusement, il n'y a pas un seul modèle qu'il faudrait désigner en disant celui-là doit s'imposer et on aura enfin l'alternative. Encore une fois. Et il faut savoir que la plupart de ces designers qui travaillent dans ce sens-là, souvent sont dans des niveaux de précarité assez élevés. C'est des gens qui sont radicaux, qui sont engagés, mais qui ont vraiment des difficultés à maintenir leur activité. Et donc ça veut dire que c'est pas forcément l'État qui doit aider à faire exister tout cela, c'est pas forcément la conversion capitaliste qui doit honorer le succès de ces alternatives, c'est une vraie transformation des valeurs et de la culture, sans quoi c'est voué à l'échec ou être une répétition de génération en génération de bonnes idées qui donnent lieu à des projets intéressants, parfois passionnants, mais qui malheureusement ne vont pas au-delà. Donc la lutte, elle est autant dans l'ordre des formes, dans l'ordre des idées, qu'au niveau politique. Ça peut pas se faire autrement. Là, encore une fois, c'est systémique. Et, mais au niveau local, si on mène ce combat à différents niveaux, on peut arriver à créer des alternatives qui soient fortes et durables. C'est sûr que si on cherche à changer le monde ou même changer la France, je vous le dis d'emblée, ça n'arrivera pas. En revanche, si vous arrivez à changer quelque chose dans votre quartier, à reprendre le pouvoir de décision dans le quartier, à mettre de l'autogouvernance, à créer de l'autonomie, à avoir une participation qui soit vraiment dense et réflexive, et pas uniquement de la fausse consultation d'habitants pour imposer finalement le projet qui était prévu initialement, parce que la plupart du temps, la participation et son injonction, c'est ça. Ça, c'est quand elle vient du haut. Exactement. Et là, vous ne parlez pas de la même chose, vous parlez plutôt de partir de la base. Ah ben complètement. C'est complètement oui, inversé. Tout à fait. Mais il y a eu toute cette histoire d'initiatives citoyennes. Il y a très peu de temps, les cahiers de doléances à travers la grande consultation nationale qui avait eu lieu. Et on sait ce qu'on en fait derrière. Hein. Les cahiers de doléances, si ça renvoie à une certaine époque de notre histoire, n'avaient de valeur que dans un contexte de critique politique radicale qui a changé le régime qui opérait en France. Voilà, qui s'appelle la Révolution française. Mais à cet égard, il me semble tout à fait important que ces différents nouveaux, ces différents aspects peuvent devenir concrets et avoir vraiment du sens à une échelle justement locale. C'est-à-dire quand vous combattez contre un projet, quand vous proposez des choses à l'échelle locale en étant en lien direct avec les représentants de l'État, par exemple, et en lien direct avec des habitants, c'est de l'ordre du possible. Et il y a des preuves tout à fait réelles, concrètes, des projets un peu partout qui existent. Mais en effet, il faut se battre sur tous les fronts et il faut tout le monde pour ça. Je vous remercie. On a une question qui vient d'un auditeur que je vais lire. Vous disiez que dans quelques années, il me semble qu'on avait parlé de 2050, les 5 premiers objets urbanisés, parce que je reprends le terme de Sename Kofi, se trouveront en Afrique. Quelle sera l'influence dans toutes ces, enfin en tout cas un grand nombre de dimensions économiques, financières, sociales, technologiques, écologiques, de ces villes africaines sur le monde?
Oui, alors on parle de... en fait, il s'agit d'un urbain sur 6 qui sera africain. Donc déjà colossal. Hein. Oui, c'est immense. Cela veut dire que ce que les villes africaines décideront auront un impact globalement pour l'humanité entière. Et pour peu que les villes africaines se construisent sur un modèle pas vertueux, eh bien elles accéléreront formidablement ce qu'on appelle l'anthropocène. Donc on est dans une circonstance où, pour une fois, normalement, l'Occident est fondé à se mêler de l'affaire des Africains. Les Occidentaux ne devraient pas... Enfin, ils sont légitimes à vouloir donner leur avis sur la façon dont les Africains font leur ville, parce que ce qu'ils décideront les impacteront eux aussi. Mais ce sera, dans cette circonstance-là, devenu très compliqué, parce qu'avec cette urbanisation, il y aura un niveau d'éveil des Africains qui les rendront de plus en plus allergiques à ce qu'on vienne, surtout d'Occident, leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc on va aller vers un moment de friction où il va falloir trouver d'autres espaces et d'autres modalités du dialogue. Quel va être pour l'instant, ces villes se développent sur un modèle un peu anarchique. On sait qu'il manque à peu près les 2/3 des infrastructures qu'il faudrait pour d'ici 2050. Donc c'est un appel qui est lancé et c'est des entreprises occidentales en fait qui construisent, qui viennent et qui construisent. Et on ne construit pas selon une vision. Le personnel politique, les décideurs n'ont pas réellement de vision pour les villes, donc ils ne sont même pas capables d'avoir un rapport, ne serait-ce qu'un rapport de contradiction avec les constructeurs, donc qui ont construit des villes qui risquent réellement d'être problématiques. Et normalement, ce qu'il faudrait faire, ce à quoi moi j'invite, c'est de regarder à ce qu'on appelle l'informel, et que c'est peut-être de là que viendra la solution. Et l'informel n'a jamais été aussi visible qu'aujourd'hui, parce que comme la ville internationale, la ville des supermarchés a fait pause à cause de cette crise, eh bien la ville de la solidarité du quartier, la ville des marchés de plein air, elle a normalement retrouvé un certain dynamisme. Et c'est sur la trame de cette ville vernaculaire que les urbanistes, les planificateurs devraient projeter la ville africaine de demain. Mais encore une fois, ce n'est pas le chemin que ça prend, et ce n'est pas un problème de bien-être seulement pour les Africains, c'est un problème qui concerne l'ensemble de l'humanité. Donc c'est l'ensemble de l'humanité aujourd'hui qui a intérêt à ce qu'il y arrive une classe politique, une classe de décideurs qui soit avertie. Et donc les Occidentaux devraient revoir là où ils mettent le curseur de l'intérêt. Est-ce qu'on a intérêt à soutenir des dictateurs qui nous offrent des marchés au risque de plomber l'humanité entière, ou est-ce que cette fois-ci, on devrait renoncer un peu aux affaires et penser globalement à sauver ce berceau, puisque nous en sommes aussi. Il y a du travail, oui, allez-y. J'aimerais rebondir sur une notion qui me paraît décisive. Si en effet ces prévisions statistiques sont vérifiables par rapport au mode de comptage, sur qui vit dans les villes aujourd'hui partout dans le monde, combien de villes les plus importantes seront non plus en Asie mais prochainement en Afrique, etc. C'est aussi la question de l'échelle de la ville. De quoi parle-t-on quand on parle de ville ? Quel est le modèle de la ville implicite qu'on mobilise lorsqu'on parle de ville ? Et c'est vrai que cette échelle de la ville, on en a souvent parlé, mais finalement, peu de personnes prennent le risque de dire quelle est la bonne échelle de la ville. D'abord parce qu'il y a des variabilités culturelles et historiques qui font que, selon les ressources aussi d'un territoire, une ville peut grandir jusqu'à un certain niveau et ensuite elle devient délétère pour ses propres habitants. Alors on peut l'estimer en termes de densité, on peut l'estimer en termes d'étalement, on peut l'estimer en termes de déplacement, de mobilité entre la ville et le lieu de résidence, ce qui est l'un des grands fléaux aujourd'hui de notre société, notamment en France, ce qu'on appelle le navettage chez les géographes, ou en tout cas la navette entre le domicile et le travail. Et
il y a un enjeu majeur qui est si le monde s'urbanise au point où la majorité de la population vivant sur Terre est urbaine, de quelle ville on parle? Oui, alors, encore une fois, c'est sans doute déjà le cas. Je ne suis pas expert démographe ni géographe. Je sais que les modes de calcul sont discutables de ce que c'est qu'une ville. Parce que la définition d'une ville et à partir de quand on passe du village à la ville varie selon les cultures, selon les scientifiques qui proposent la limite de la ville. Donc c'est déjà en soi un problème, mais mettons ce problème scientifique de côté en se disant quelle est l'échelle de la ville? C'est une vieille question, y compris en philosophie, on la trouve déjà chez Platon. Hein. Est-ce que la bonne ville, là où les lois sont humainement acceptables et où on permet une vie harmonieuse, ensuite on met derrière harmonie tout ce qu'on voudra, est-ce que c'est 5000 habitants? Est-ce que c'est 20 000? Est-ce que c'est 100 000? Est-ce que c'est 500 000? Est-ce que c'est 10 millions? Et en fait, selon les auteurs, il y a un ouvrage récent de Thierry Pacaud à cet égard qui s'appelle « La deux-mesure des villes » aux éditions du CNRS et qui fait un peu la recension de tout ce que la littérature spécialisée a pu postuler comme étant la bonne échelle. L'approche biorégionale a ceci d'intéressant dans sa critique de la ville, qui n'est pas une critique absolue, c'est-à-dire il faut quitter les villes et puis aller tous vivre à la campagne, dans une forme peut-être d'idéalisme pastoral ou cultivateur, qui a toujours été présent, hein, en Orient comme en Occident. À cet égard, je renvoie au livre d'Augustin Berg qui s'appelle « L'habitat idéal » et qui montre que même en Orient, ça a été, la campagne a été une attraction comme symbole idéalisé de la nature, alors que la campagne est avant tout de la culture. Et aujourd'hui, de la culture industrielle drôlement polluée. C'est pas partout le cas, mais c'est souvent le cas, avec l'érosion des terres, avec un certain nombre de problèmes tout à fait évidents, y compris chez les agriculteurs eux-mêmes par rapport à l'utilisation des intrants. On le sait très bien aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cette échelle de la ville est une vraie question. Et les biorégionalistes, notamment dans la version territorialiste chez Alberto Maniaghi, proposent de repenser la ville en fonction de la biorégion, de même créer des biorégions urbaines, ce qui ne veut pas dire qu'il faut urbaniser, mais qu'il appelle ça des réseaux de villes de villages. Et que l'unité, c'est une réticulation entre des villages. Alors ensuite, il faut s'accorder sur ce que c'est qu'un village. Normalement, on pourrait dire que la bonne taille de la ville, c'est celle que je peux parcourir en une journée à pied dans toute sa circonférence. Ça, c'est quelque chose qui est tenable humainement, à raison donc de 4 km/h sur... alors on pourrait dire après, il faut que la prochaine ville soit au maximum à une journée de cheval. On peut prendre ces unités-là qui pouvaient exister auparavant. Mais en tout cas, le rapport du corps qui marche dans l'espace, par rapport au lien au lieu et à la dimension de la ville peut être intéressant. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est pertinent, mais il est assez évident. Après, c'est en débat. Voilà. C'est vrai qu'on voit bien que c'est des sujets qui sont revenus. Et d'ailleurs, ça me permet de vous emmener sur la dernière question que nous avons et qui rejoint ces sujets-là. Et donc, je vois bien que c'est une vraie préoccupation. Hein. Vous avez tous les deux évoqué des questions de changement d'échelle et de périmètre. Donc on revient à tout ce qu'on vient de dire, les biorégions, les enclos, etc. Et la période trouble que nous traversons est-elle une opportunité pour nous réintéresser à ce qui signifie le voisinage? Donc là, on va peut-être descendre à l'échelle de la communauté, parce que peut-être c'était ça le sujet de départ. De l'échelle de la ville. Moi, le voisinage, je le vois, j'allais dire, à tous les étages, pour faire un jeu de mots. C'est-à-dire que, en effet, comme l'a souligné Salamé tout à l'heure, le monde moderne nous a non seulement coupé du lien au lieu, mais a coupé beaucoup de liens, y compris de nos propres voisins, qui sont devenus des êtres isolés à l'intérieur de leur propre logement, avec lesquels il est bon de ne pas entretenir de rapports, et qui souvent sont des rapports conflictuels liés au bruit, liés à la saleté, liés à un certain nombre de problématiques qui viennent en partie de l'atomisation de la société, de ce délitement du lien, mais aussi de la construction architecturale qui, après les nécessités de reconstruction post-Deuxième Guerre mondiale et de la logique aussi de réduction économique drastique de coûts des matériaux, de vitesse de construction, ont créé
des proximités non voulues. C'est-à-dire vraiment, on a l'impression de vivre chez les autres et réciproquement. Quoi qu'il en soit, les voisinages, il y a les voisinages directs, bien évidemment. Rétablir le lien au lieu, c'est aussi rétablir le lien avec les autres. Mais les autres, je le prends au sens humain et non humain. C'est-à-dire qu'il faut retrouver le voisinage avec ce qui n'est pas humain non plus. C'est-à-dire se sentir voisin, c'est-à-dire dans une réciprocité constituante avec d'autres, avec une communauté qui est plus large que la communauté des êtres humains et qui peut être même une communauté de quartier. Parce qu'à l'intérieur d'un quartier, qu'on soit dans un village ou dans une ville, il y a aussi des non-humains qui sont présents. Qui soient considérés comme nuisibles ou comme non nuisibles. Mais les fameux pigeons de Paris, ce qu'on dit les rats volants, eh bien, ils sont aussi nos voisins. La plupart du temps, on veut les repousser, mais il y a un voisinage, c'est-à-dire une proximité sensible et un regard mutuel qui doit se restaurer le plus possible, et pas seulement avec les voisins humains que nous côtoyons, mais c'est aussi une manière de repenser l'architecture autrement que comme un logement, mais comme une véritable habitation. Senami Kofi, peut-être un mot pour compléter ou non? Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est magnifique, donc je vous remercie tous les deux d'avoir tenté de réfléchir avec nous aux alternatives qui peut-être un jour pourraient faire système. Ludovic Duhem, Senami Kofi, je vous remercie tous les deux. Merci. Bonsoir. Merci.